Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours ici sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à 12h00. On a aussi une deuxième chaîne où on poste des histoires exclusives tous les 14h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, je t'invite à t'abonner et à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, on fait les directs tous les mardis, tous les mercredis et les vendredis, autant pour moi, à 20h00 heure du Cameroun. Donc, voilà. Donc, si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire déjà sur WhatsApp et on va poster ici. Donc, on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour tout le monde. Je viens aujourd'hui avec une autre histoire. Dans cette histoire, il s'agit d'un témoignage d'une fille qui ne connaissait pas, qui ne savait pas qu'elle était une fille parce qu'elle était née avec deux sexes. Mais elle a grandi, ses parents l'ont élevée comme un garçon jusqu'à l'âge de 12 ans. Je ne sais pas s'il y a un pouvoir sur ces gens-là qui ont deux sexes, puisque ça existe, les hémaphrodites, oui, les hémaphrodites, ça existe. Moi-même, quand j'étais encore jeune, je faisais mon stage dans un hôpital. Nous avons aidé à délivrer un bébé qui avait deux sexes. Ça fait, je crois, 26 ans passés. Et la fille dont je parle ici, elle a maintenant 22 ans. Elle est venue témoigner parce qu'elle a eu des problèmes à propos de son double sexe qu'elle avait. Alors, elle dit ceci, que quand elle était un enfant, sa famille, c'est-à-dire ses parents, lui achetaient les habits des garçons. Il l'habillait comme des garçons, coupait ses cheveux comme des garçons. Et tout ce qui se faisait que c'est l'air garçon. Mais son père avait l'habitude de faire que quand l'enfant veut uriner, chaque matin le père vient avec un gobelet ou un verre qu'il va donner à l'enfant pour que l'enfant urine dedans. Et quand l'enfant urinait, son papa buvait l'urine de l'enfant. Son papa, je crois bien, il était un businessman ou soit il travaillait dans une bonne place. Et il n'était pas simple, disons cela. Puisque plus tard, nous allons découvrir qu'il faisait des pratiques. C'est alors que comme le garçon grandissait, dans le quartier, tout le monde voyait le garçon, mais un beau garçon qui ressemble à des filles. Il ne comprenait pas, lui-même était confus. On ne peut pas décrire comment il se voyait ayant deux sexes. C'est alors que, quand il a grandi, jusqu'à l'âge de 12 ans, le papa a changé de stratégie. Il dit à son enfant de ne plus uriner dans un gobelet ou dans un verre pour lui donner l'urine. C'est alors que l'enfant va commencer à uriner directement dans sa bouche. Chaque matin, son enfant doit uriner directement dans sa bouche. Wow. C'était un peu étrange pour l'enfant. Il s'est questionné et demandé, mais comment ça se fait que moi, j'ai entendu dire que l'urine, c'est un poison et mon père veut que j'urine dans sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'il a décidé d'aller parler à sa maman. Sa maman écouta ce que l'enfant disait. Elle ne comprenait pas. Elle est allée affronter le père pour lui demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que tu peux demander à l'enfant d'uriner dans ta bouche? C'est alors que la maman dit, donc, ce que tu fais avec moi, tu le fais aussi avec notre enfant. Ça, je ne peux pas tolérer.
L'enfant n'est qu'un enfant. Si moi j'ai toléré de le faire avec toi, c'est parce que tu m'as convaincu que c'était bien pour la famille. Mais cette fois-ci, avec mon enfant, ça ne va pas se faire. La maman était fâchée. Et par rapport, elle a décidé de prendre son enfant, qui avait à ce temps-là 12 ans. Et ils sont sortis de la maison. Ils sont partis. Alors, l'enfant, en grandissant à l'âge de 12 ans, vu qu'elle avait maintenant des seins. Ah, c'est étonnant, moi, c'est un garçon. Comment est-ce que je peux avoir des seins? C'est alors que la maman et son enfant commencent à chercher comment ils peuvent soigner l'enfant, puisqu'ils ne peuvent pas déterminer. L'enfant a le sexe masculin, mais la forme et tout d'une fille. Déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans, la fille se forme en fille, en femme. Alors, c'est alors qu'ils ont commencé à chercher par-ci, par-là, aller dans des hôpitaux. Ils n'avaient pas d'argent. Le papa qui était riche, qui donnait des cadeaux chers, des bijoux à son enfant, qui l'aidait à être riche comme ça. Le papa a décidé qu'il ne va pas le supporter. Tout ce qu'il veut, c'est que la femme et l'enfant rentrent à la maison. Et la maman ne voulait pas faire entrer l'enfant chez son père ou elle-même rentrer dans son mariage. Elle ne voulait plus. C'est alors qu'en cherchant, ils sont tombés dans les TikTok, je crois. Ils ont vu un pasteur. Ce pasteur-là, c'est un pasteur qui évangélise dans des marchés. Il y a beaucoup de bons témoignages à propos de ce pasteur qui prie pour des gens, qui évangélise les prostituées, qui évangélise et qui fait il fait... Qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour les gens qui veulent donner leur vie au Christ. Et il fait aussi des délivrances, voilà. C'est alors qu'ils sont partis, la maman et son enfant sont partis chercher le pasteur qui a prié pour eux, a fait la délivrance et tout. Et l'enfant témoigne que ce qui est encore formidable est que le sexe masculin commence à disparaître petit à petit. Avec les miracles de prière et de la délivrance, Dieu l'aide à devenir de plus en plus une femme qu'un homme. Alors le sexe masculin est en train de disparaître. Voilà les miracles qui m'ont poussé à donner ce témoignage. Donc tout ce que je fais là, c'est interpréter des lingala en français, même si mon français n'est pas très bien puisque je parle plus l'anglais, je vis en Angleterre. Donc, c'est un peu ça. Donc, Dieu fait des miracles. Comme on dit en lingala, Dieu, on les cherche et on les trouve. Qui cherche, trouve. Donc, il faut chercher Dieu quand vous avez des problèmes et que vous n'avez pas de solution. Dieu a des solutions qui ne demandent pas de l'argent. Donc, tu vois que cette famille, la fille et sa maman n'avaient pas d'argent pour aller faire des opérations. Mais l'Éternel fait des opérations sans cicatrices. Donc, nous qui croyons en Dieu, vraiment ayons confiance. Et ceux qui ne le connaissent pas puissent donner leur vie au Christ et être sauvés. C'est un peu ça. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. À toute l'équipe DMG, à toute la communauté. Bonjour, bonsoir à tous. Je viens d'écouter une petite histoire là, racontée par un Béninois. Et ça m'a rappelé une histoire qui s'est passée aussi dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest que j'avais vécu. Il y a très longtemps déjà, j'étais encore très jeune. Et c'était une tante à moi qui avait, en fait, son mari avait construit une maison, mais c'était une maison assez reculée, un peu sur une montagne, en fait, qu'ils avaient construit leur maison. Et c'était nos cousines, donc on partait là-bas souvent le week-end avec nos cousines, rester à la maison. Ils avaient une piscine dans la maison, donc les week-ends, souvent quand les parents ne sont pas là, et c'est que nous, les enfants, on reste à la maison, on profite de la piscine, on profite de la journée et tout, pendant les week-ends. Donc, il y a un week-end comme ça, on était là à la maison. Il n'y avait que nous, les enfants.
et quelqu'un a tapé à la porte. Bon, on ne savait pas c'était qui. On est parti ouvrir. C'était en pleine journée, hein. Il devait être midi comme ça. On ouvre, c'est une dame qui est devant la porte. Elle demande qu'on lui donne un verre d'eau. Bon, l'une de nous est restée devant la porte et l'autre est partie chercher le verre d'eau. On donne le verre d'eau à la dame et dit « Je veux encore un autre verre d'eau ». Bon, cette fois-ci, c'est ma cousine qui est partie. Moi, je suis restée devant le portail avec la dame. Bon, la dame, elle était un peu bizarre. Elle ne disait rien. Elle était juste là comme ça. Elle nous regardait et tout. Et puis, à un moment donné, elle commence à dire « Il fait très chaud. Il fait extrêmement chaud là où je suis. » Et je souffre beaucoup parce que, en plus, vous faites beaucoup de bruit, vous me dérangez. En plein midi, je ne peux pas faire de sieste, je suis fatiguée. Quand elle dit ça, je commence à regarder à gauche, à droite. Je dis, mais il n'y a pas de maison à côté ici. La dame, elle parle de quoi? Comment ça, on la dérange? On n'a quasiment pas de voisins à côté. Donc, je ne comprends pas. Et puis, la dame, elle est là. Et puis, bon, elle nous regarde, quoi. Elle ne dit rien, elle nous regarde. Ma cousine est revenue avec le verre d'eau. Elle boit encore et après, elle dit merci. Et puis, après, elle continue de parler. Elle dit, oui, franchement, essayez de faire moins de bruit parce que vous me dérangez. Déjà, je suis au soleil, je souffre beaucoup et tout et tout. Et puis, ma cousine lui demande, vous habitez où? À côté ici? Ou après, la dame lui dit, oui, moi, j'habite juste là, je suis votre voisine. Donc, vraiment, ma maison est là. Essayez de faire moins de bruit parce que je suis fatiguée avec le soleil et tout. Je souffre beaucoup, le soleil me tape tout le temps, on m'a même pas fait de maison, la maison n'est pas bien faite et tout ça, tout ça. C'était vraiment très bizarre. On a eu froid dans le dos toutes les deux parce que la dame était très bizarre, elle n'avait pas l'air d'une dame normale en fait. Et au bout d'un moment, elle nous a remerciés pour le verre d'eau et elle est partie. Quand on a fermé la porte, il y avait ma soeur jumelle qui était restée dans la maison. On est parti lui raconter un peu. On commençait à lui raconter un peu. Environ 1 minute après, le temps qu'on finit de lui raconter, on dit il y a une dame bizarre et tout qui est là et tout. Et après, elle dit qu'elle aussi, elle veut voir la dame. Dès qu'on ouvre la porte d'MG, il n'y avait plus personne. Personne de chez personne. La dame on venait juste de fermer 1 minute. La colline, il faut vraiment descendre au moins 10 minutes pour descendre. Et il n'y a pas de maison à côté. La dame, elle est passée où? On ouvre, on ne voit personne. Personne de chez personne. On a eu peur. On a fermé la porte. On est parti s'enfermer dans la maison. On n'est plus sorti de toute la journée. Donc le soir, on a raconté à ses parents quand ils sont rentrés. Bon, ils ont fait genre il n'y avait rien et tout. Et c'est après en fait qu'ils nous ont raconté qu'en fait il y a une femme qui a été enterrée là-bas sur la colline. On ne sait pas exactement où, mais la femme a été enterrée dans les parages parce que c'était une passante dans la ville. Elle passait dans la ville, personne ne la connaissait et elle a eu un accident de la route et elle est morte. Donc quand elle est morte, on ne connaissait pas sa famille, on ne savait pas d'où elle venait. Et donc ils l'ont prise, ils l'ont enterrée quelque part là-bas sur les collines, ils l'ont enterrée là-bas. Et en fait, c'est la dame là qui vient frapper à la porte. Et apparemment, ce n'est pas la première fois qu'elle vient frapper. Une fois qu'elle était venue frapper, c'était les parents qui lui ont ouvert. Donc la dame, elle est là comme ça, son esprit erre et on l'a enterrée en plein soleil. Donc elle est dérangée par le soleil, elle est fatiguée et son esprit vient souvent dans la maison là-bas se plaindre à chaque fois. Comme elle n'avait pas de famille, on ne connaissait personne, ils l'ont juste enterrée comme ça à la va-vite. Donc c'est la dame en question qui vient souvent en fait frapper à la porte et demander qu'on lui donne de l'eau ou demander et si quelqu'un peut venir lui mettre une maison parce qu'elle a chaud, elle ne se sent pas bien, il y a le soleil qui la dérange tout le temps. Et pourtant c'était une jeune dame, elle n'était pas aussi âgée que ça. Ça m'a vraiment fait pitié, mais voilà, c'est un peu mon histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous les abonnés. J'espère que vous allez bien. Commentez, likez, partagez afin que la communauté s'agrandisse et aussi donner la force à DMG de continuer l'œuvre qu'il a commencé. C'est une histoire qui m'a été contée par la cousine de la victime en fait. C'est l'histoire d'un monsieur, il est en montenue parce qu'il est toujours en vie actuellement. Il est en montenue, je pense il est colonel. Il part en boîte de nuit en fait. Tu savais qu'il y a les hommes en tenue
Généralement, ici au Cameroun, on sait que non, ce sont les ambianceurs et tout. Ils aiment l'ambiance, ils aiment la fête. Il arrive dans la boîte de tenue, je pense qu'il était accompagné aussi avec d'autres de ses collègues et tout. Il a flashé sur une jeune femme. Elle était très belle, séduisante, posée, avec les formes comme... En fait, il disait que c'était son goût, que c'était vraiment son goût. En fait, elle avait tout ce qu'il fallait, où il fallait, comme il le fallait. C'est comme ça qu'il disait. Et donc, il y a eu les échanges de regards que la dame et lui, il a décidé de s'approcher. Il commence en fait à courtiser la dame, il cause et tout. Après... il commence à promettre ciel et terre à la femme. La femme le regarde derrière, elle dit toi, tu peux bien m'apporter quoi? Je vois parce que tu peux me dominer. En fait, je te vois même pas, je vois même pas ton carreau. Financièrement, même déjà, même seulement m'entretenir, les produits que j'utilise et tout, machin truc, tu peux pas m'entretenir, tu peux pas me supporter, tu peux pas prendre soin de moi et tout. Donc, je te vois pas vraiment et tout. Après, il commence à dire, oh, je suis colonel, j'ai 300 000 de salaire par mois. Oh, mais les avantages du service, avec les avantages du service, je suis à 500 000 et tout. La femme le regarde derrière et dit, seulement ton salaire, là, je te le donne fois 10 en une nuit. Une nuit, je te donne ton salaire fois 10. Non seulement ma consommation de ce soir et tout. Je suis pas sûre qu'en fait, tu peux me payer ça. Je suis pas sûre. Après, la femme lui demande en fait d'arrêter d'insister, quoi. Il dit que non, il ne peut pas laisser la femme et tout, elle est très belle et tout. C'est là comme ça qu'il propose à la femme de partir chez lui, qu'ils aillent passer la nuit ensemble, l'occasion de mieux se connaître, quoi. La femme dit non, elle n'est pas souvent très à l'aise chez les gens et peut pas se permettre d'aller dormir chez un inconnu comme ça. Elle pose donc bon, que ça, si il est, il ne trouve pas vraiment ce que ils aillent chez elle, s'il ne trouve pas vraiment ce qu'il aille chez elle, que le mieux ce serait que ils passent la nuit ensemble dans sa maison, dans la maison de la femme, quoi. C'est donc comme ça que vers les 1h30, 2h, ils ont quitté la boîte de nuit et tout. Ils sont arrivés chez la dame. C'était une très grande maison, belle, blanche, une villa en fait. La dame restait seule en fait. Pas de ménagère, pas de gardien, pas d'homme de ménage. Je demande à la femme, vous restez seule? Elle dit oui. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix de vie en fait? Elle veut pas gêner les gens, elle préfère rester toute seule. C'est donc comme ça que il arrive même d'abord dans la chambre. Et tous les deux arrivent dans la chambre. Ils se débarbouillent et tout, ils se couchent, ils dorment. Ils disent d'abord que quand ils sont arrivés, il a remarqué qu'il y avait un très grand trou dans le plafond. Mais il n'a pas osé demander, vu que c'était aussi chez les gens. Tu vas pas arriver chez quelqu'un pour une première fois et tu commences à lui demander pourquoi il y a le trou dans ton plafond et tout. Il dit donc, et comme ils se sont couchés, ils se sont débarbouillés, ils se sont couchés, ils ont dormi et tout, vers les environs de 3h30, comme ça. Il sent comment quelque chose bouge dans le plafond, quelque chose bouge dans le plafond. Après, ça descend. Qu'est-ce qui descend? Il dit que c'était un gros et long serpent qui est descendu du plafond. Ça a traversé le monsieur, parce que le monsieur, lui, il a dormi devant, la femme a dormi derrière. Ça a traversé le monsieur. C'est pas tu retrouves la femme derrière. Ils ont commencé à faire, ils sont passés à l'acte. Le serpent et la dame sont passés à l'acte. Il dit qu'il est resté figé, tétanisé, même bouger, même il ne parvenait plus à bouger, même placer un mot, même il ne parvenait plus à placer un mot. Il était effrayé. Il n'a même pas pu parler, même un seul mot n'a pas pu sortir de sa bouche. Tout le temps que le serpent et la dame étaient en train de passer à l'acte. C'est comme ça que quand c'est fini, le serpent l'a retraversé. Comme si de rien n'était, il est remonté d'où il sortait. Quand maintenant, là, ils ont fini, le serpent, quand ils ont fini, la dame le réveille. Elle lui demande elle lui dit,
Maintenant, c'est ton tour. Il voulait faire genre, lui, il ne peut pas, après que son totem soit passé, lui, il ne peut pas. La femme lui a dit, soit tu sors d'ici mort, soit tu fais ce que je te demande de faire, parce que tu es sous mon territoire, tu es sous mon autorité. Donc, choisis entre la mort et le faire. Il dit qu'il n'avait pas le choix. Il a fait ce qu'il devait faire. Donc, après ce qui s'est passé avec le serpent, lui aussi, les bachas sont tous passés à l'acte avec la dame. C'est donc comme ça, le matin, il a fini, le matin est arrivé. La femme lui a dit, la femme a sorti tout un plot d'argent. Je pense que c'était 2 mallettes d'argent. C'était 2 mallettes d'argent. Elle a rempli l'argent dans les 2 mallettes là. Elle lui a donné. Elle dit que ça c'est pour toi. Mais sache que rien de mal ne t'arrivera. Je dis bien rien de mal ne t'arrivera. Tu ne vas pas devenir fou. Tu ne vas pas devenir malade. Tous les projets que tu vas faire avec cet argent ne vont pas tomber à l'eau. Rien de mal ne va t'arriver en fait. Rien de mal. Donc ne pense pas que quand tu vas partir, ta vie va chambouler. Ou bien que tout ce que tu vas faire ne va pas donner. Rien de mal ne va t'arriver. Elle lui a dit ça comme ça que elle est un sacrifice. Elle est juste un sacrifice. Donc, en quelque sorte, qu'elle est la, on va dire quoi, la femme de ce serpent-là. Mais que quand elle couche avec un homme, quoi que ce soit, rien de mal ne va arriver à la personne. Même si elle donne son argent à quelqu'un, l'argent ne va rien faire de mal à la personne. Le gars dit qu'il a pris l'argent, il est parti avec. Il a acheté le terrain à sa mère, il a construit la maison à sa mère. Il dit que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas compris ce qui s'était passé, mais il n'a pas vu un impact négatif de la soirée qui s'était passée. Il dit qu'il pensait même qu'il allait construire la maison à sa mère comme ça. Et que peut-être à un moment, la maison allait peut-être être hantée, ou bien peut-être la maison allait avoir des problèmes spirituels. Il dit que rien ne se passe dans la maison. Il n'y a rien de bizarre, rien de mal, rien n'a changé dans sa vie. Que sa vie marche encore même plutôt bien. Mais en fait, il est étonné que pour une fois, ce genre de choses-là se passe, il n'y a pas de conséquences négatives. Il dit qu'il attend encore peut-être qu'à un moment, les choses vont peut-être basculer, mais que pour l'instant, jusqu'aujourd'hui, c'est une histoire qui date de vraiment longtemps, mais jusqu'aujourd'hui qu'il n'a pas encore eu de conséquences négatives à propos de cette histoire-là. Donc c'est un peu ça la petite histoire d'aujourd'hui. Mais maintenant, je ne sais pas quelle est la morale de cette histoire, je ne sais pas. Mais le monsieur à lui, il s'est juré de ne plus jamais, je dis bien jamais, aller en boîte de nuit. Il s'était juré de ne plus jamais aller en boîte de nuit. Bon, je sais pas, chacun va tirer sa leçon de morale comme j'ai dit au départ, parce que moi, je sais pas trop quoi dire de cette histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. Bonjour également à toute la famille DMG. J'ai une histoire à raconter. Et cette histoire-là, c'est l'histoire de 5 amis. Parmi ces 5 amis, mon époux. Et ce sont 5 amis qui ont fait les études ensemble depuis le primaire, le lycée, l'université, qui ont été toujours ensemble. Et ils ont même fait les études supérieures en Europe. Ensuite, ils sont tous rentrés, mais ils sont restés tellement soudés, tellement liés, qu'ils se sont fait une promesse. Ils se sont fait même plusieurs promesses. Parmi ces promesses, celle qui m'a frappée, c'était une promesse selon laquelle ils connaissent tous les uns les autres les valeurs familiales auxquelles ils sont attachés. Et les valeurs de responsabilité, les valeurs de père de famille, on va dire responsables. Et ils se sont dit entre eux que si un jour
l'un d'entre eux s'écartait de ses valeurs, s'écartait de ses principes de vie, surtout si l'un d'eux se trouvait dans une situation pas normale, un peu comme sous emprise, les autres devaient tout faire pour le tirer de là, c'est-à-dire pour le sauver de cette situation. Donc, en des termes plus simples, si il venait à constater que l'un d'eux commençait à se comporter de façon bizarre, de façon, on va dire, de façon irresponsable, mais qu'ils avaient l'impression que ce n'était plus la personne elle-même, mais comme si elle était sous une emprise de quelque chose, il fallait qu'ils s'arrangent pour trouver les moyens pour le tirer d'affaire. C'est l'une des promesses parmi tant d'autres qui se sont faits les uns aux autres. Et cela va arriver parce que c'était 5 amis qui passaient du temps ensemble, qui se voyaient régulièrement, qui participaient tous aux événements heureux ou malheureux des uns ou des autres. Ils étaient tous soudés. Bien entendu, chacun avait sa famille. Et puis un jour, une situation va se passer. L'un d'entre eux, que je vais nommer Carlos. Carlos commence à s'éloigner du groupe. Carlos commence à être bizarre. Carlos commence à ne plus participer aux événements heureux ou malheureux chez ses amis. Et il commence à le constater. Mais Carlos devient bizarre lorsqu'il rencontre une femme. Ils se sont rendus compte que ça coïncidait. Ils ont observé. Personne ne parlait, mais ils observaient. Et au fur et à mesure que le temps passait, Carlos a commencé à s'éloigner du groupe. Carlos ne participait plus à rien, aucune activité, ne fréquentait plus personne. Jusqu'à même se marier sans même informer ses amis et frères, parce qu'ils étaient devenus maintenant comme des frères. Ils ont tous été étonnés que Carlos se soit marié en douce avec cette dame-là, juste après quelques mois de relation. Après le mariage, Carlos s'est refermé davantage. Maintenant, au départ, ils se sont dit que c'est sa vie privée et tout. Bon, s'il n'a pas tellement envie de partager ça avec les autres, c'est sa vie privée. On ne va pas lui tenir rigueur pour ça. Voilà comment un événement va venir bouleverser tout. Un jour, la fille aînée de Carlos, qui avait fini ses études et qui cherchait du boulot, débarque chez nous à la maison pour venir voir mon mari, qui est son tonton. Et puis, elle explique à mon mari que son papa est devenu bizarre. Ah oui, mais tonton, papa est devenu bizarre, papa a changé. Depuis que papa a rencontré cette dame-là, il a changé. Et tonton, tu nous connais, tu sais que tu sais quel type d'enfant nous sommes, comment nous avons été éduqués, mais là, il y a un problème. Et le problème, c'est que moi, qui ai fini mes études, il avait promis qu'il m'aiderait ne serait-ce qu'à trouver des stages parce qu'il a beaucoup de relations, je le sais. Mais du jour au lendemain, il a décidé que j'étais grande et qu'il fallait me débrouiller moi, toute seule. Mais moi encore, ça va. Mais mes petits frères et sœurs qui vont encore à l'école, papa a décidé un matin qu'il n'était plus prêt à payer les cours de qui que ce soit. Donc, mes frères et sœurs sont déscolarisés. Et ça dure depuis quelques mois, depuis quelques 3-4 mois. Et on ne comprend pas. On a essayé de le raisonner, on a pensé que c'est parce qu'il était fâché, qu'il avait un problème avec nous, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de raison qui valait. Donc aujourd'hui, ce qui est plus grave, c'est qu'il a décidé qu'on quitte sa maison. Il a décidé que nous sommes des enfants insupportables, que nous sommes des enfants irrespectueux, parce que nous ne respectons pas sa femme. Et donc, il fallait qu'on quitte la maison. Et aujourd'hui, moi, je suis peinée. C'est la fille qui parle. Je suis peinée, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus vers qui me tourner. Donc là, nous sommes là, on ne sait pas où aller. On a trouvé refuge chez notre grand-mère, qui lui a également parlé. Mais il ne veut pas écouter, ne veut même pas la rencontrer, ne la prend même pas au téléphone. Tonton, on ne sait plus quoi faire.
Voilà comment mon mari convoque les 4 autres. On va dire les 3 autres, plus lui, ça fait 4. Et il décide de leur raconter la situation qui se passe chez Carlos. Pour leur dire, nous nous étions promis. Nous avons remarqué, c'est vrai, que Carlos n'était plus le Carlos qu'on avait connu. Mais aujourd'hui, c'est devenu grave. Parce que Carlos, qui a toujours été le défenseur de ce genre de principe, aujourd'hui est le premier à rejeter tous ces principes. Refuser d'assumer ses responsabilités de père pour une femme. Refuser de scolariser ses enfants. Aller même jusqu'à les mettre à la rue alors que personne d'entre eux ne travaille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on trouve une solution. Voilà comment ils décident tous de trouver un moment pour aller voir Carlos. Ils essaient à son bureau. On leur fait comprendre que depuis un moment, Carlos ne se porte pas bien et donc il vient de moins en moins au travail. Ils décident donc de choisir un jour où sa femme est au travail, donc en journée, parce que sa femme travaillait, pour aller lui rendre visite, mais en l'absence de sa femme. Ils se rendent chez Carlos donc un jour autour de 10h du matin, lorsque sa femme est déjà partie au travail. Ils le trouvent alité, ils le trouvent amaigri. Ils ne comprennent pas. Ils lui demandent, mais Carlos, qu'est-ce qui ne va pas? Et Carlos qui baisse la tête et qui leur dit, les gars, je suis malade. Mais tu es malade, tu souffres de quoi? On ne sait pas de quoi je souffre. On est allé à l'hôpital, on a fait tous les examens, mais on n'a rien trouvé. Mais je suis malade. Mais Carlos, qu'est-ce qui se passe avec tes enfants? Carlos n'arrive pas à trouver d'explication, il n'arrive pas à nous expliquer. Il fait du coq à l'âne, il rentre là, oui, il ne respecte pas ma femme. Et il y a ceci, et il y a cela, il y a toujours des problèmes à la maison, comme ci, comme ça, comme ça. Donc comme ils ne veulent pas voir ma femme, j'ai décidé de les mettre tous dehors. Ils n'insistent pas, mais ils comprennent tout de suite qu'il y a un problème avec Carlos. Ils comprennent tout de suite que Carlos est sous emprise. Ils demandent à Carlos, mais tu es allé à l'hôpital, tu n'as pas eu de solution. Mais comment tu te traites? Non, c'est ma femme qui me fait des médicaments à l'indigénat. Elle allait voir quelqu'un qui lui a donné des médicaments, donc elle me traite avec ces médicaments à la maison. Et donc les amis décident de prendre congé de Carlos. Quand ils prennent congé de Carlos, c'est-à-dire qu'ils rentrent chez eux. Lorsqu'ils rentrent chez eux, ils décident d'aller voir le père spirituel de Carlos. Le père spirituel de Carlos, qui est un prêtre très charismatique, qu'ils connaissent tous d'ailleurs, parce qu'ils ont baptisé leurs enfants plus ou moins ensemble et tout ça. Et donc, il lui expose la situation de Carlos. Et ce prêtre-là, qui est un prêtre très charismatique, qui a des dons de voyance, il leur dit qu'il avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'il ne voyait plus Carlos aussi à la messe. Et donc, il a tenté plusieurs fois d'avoir un rendez-vous avec lui. Il lui a toujours dit qu'il viendrait, mais il n'est jamais venu. Donc, les amis expliquent en détail la situation. Et le prêtre qui dit, ok, qu'il va prendre un moment de prière et qu'ensuite, ils vont se rendre chez Carlos. Donc, les amis organisent ça de telle sorte que ça soit toujours en l'absence de sa femme. Parce que pour eux, le problème vient de sa femme. Parce que quelqu'un comme Carlos qu'ils ont connu ne peut pas décider d'hypothéquer l'avenir de ses enfants pour une femme. Ne peut pas décider sans raison de vider tous ses enfants de chez lui, c'est-à-dire de les mettre à la rue. Il ne peut pas décider de refuser de s'occuper de ses enfants alors qu'il a largement les moyens. Le Carlos qu'il connaît, c'était un fin défenseur des droits des enfants. C'était l'homme le plus responsable qu'ils avaient connu. Mais du jour au lendemain, il est devenu une autre personne. Donc, ils arrangent tout ça avec le prêtre qui est le guide spirituel de Carlos. Voilà comment un jour, ils prennent le rendez-vous et puis ils débarquent chez Carlos à 14h. À un moment où ils sont pratiquement sûrs que son épouse n'est pas à la maison. Lorsque le prêtre arrive à la maison, il fait des prières,
et tout. Et puis, il fait le tour de la cour. Et il se rend compte que dans la cour intérieure de la maison de Carlos, il y a du ciment au sol quelque part. Mais il se rend compte que le ciment a 2 couleurs. Un peu comme si le ciment avait été refait, mais il n'y a pas très longtemps quelque part. Donc, plus foncé à cet endroit. Et puis, tout le reste de la cour, le ciment était devenu gris. Donc, ça s'était éclairci. Et donc, il reste là, il s'arrête là et puis se met à prier, à prier, à prier. À un moment donné, il demande un marteau. Il demande l'autorisation de casser à cet endroit. Parce que l'esprit lui dit qu'il y a quelque chose à cet endroit qui a été enterré dans la cour intérieure de Carlos. Et voilà comment il casse. On lui trouve le marteau, le prêtre casse. Il fait un trou et il commence à enlever le sable. Il commence à enlever le sable. Et puis il tombe sur une statuette. Une statuette en bois, mais qui représentait un homme, pas une femme. Une petite statuette. Mais cette statuette a été enroulée du cou. Là, c'était seulement la tête qui était visible. Du cou jusqu'aux pieds était enroulée par des fils de couleur rouge et noir. C'était ça, du rouge et du noir, du rouge et du noir. Donc, il prend la statuette, il fait des prières et se met à défaire. Il se met à défaire. Quand il défait, il voit premièrement des aiguilles. Des aiguilles qui avaient été mises là et puis ça avait été enroulé avec les fils. Maintenu avec les fils qui avaient été enroulés autour de la statuette. Et ensuite, en dessous des aiguilles, il voit un papier. Une feuille de papier. Et cette feuille de papier-là, quand il la détache, c'est vrai que c'était humide, mais il voit clairement écrit là-dessus le nom de Carlos, tout son nom de famille, 7 fois. C'était repris sur 7 lignes. Et ça avait été plié et ça avait été entouré sur la statuette. Ils avaient collé des aiguilles et puis ensuite, tout ça avait été enroulé avec des fils de couleur rouge et noir. Voilà comment le prêtre termine son exorcisme. Il referme tout ça. Et puis, il fait ses prières. Et puis, il rentre. Il dit, vous allez voir ce qui va se passer. Votre ami, il est libéré parce qu'il était sous emprise. Effectivement, la dame rentre. Elle ne se rend pas compte sur le coup, puisque après l'endroit a été recimenté. Mais comme cet endroit était dans la cour arrière, là où se trouve la cuisine, et il y avait des meubles un peu par-ci, par-là, donc ils avaient essayé de camoufler un peu. Donc le temps que la dame rentre le soir, effectivement, elle ne s'est pas rendue compte pendant 1, 2, 3 jours. Au bout d'1 semaine, Carlos se lève un matin, il demande où sont ses enfants. La femme qui ne comprend pas lui demande, mais comment où sont tes enfants? Mais tu les as fait partie de la maison. Non, pourquoi je fais partie de mes enfants de la maison? J'ai toujours un principe, j'estimais que mes filles, il n'était pas question pour elles de vivre en dehors de ma maison tant qu'elles n'étaient pas mariées. Donc, je ne peux pas les avoir mises dehors. Non, mais on ne s'entendait pas et tu as décidé qu'elles partent de la maison, qu'elles partent vivre chez ta mère. Carlos qui prend son téléphone, il rappelle ça à sa grande fille, il la convoque immédiatement à la maison parce que Carlos, pour rappel, c'était quelqu'un qui avait du caractère, c'était quelqu'un qui était très ferme, qui était assez autoritaire, en tout cas avec ses enfants. Même avec ses compagnes qu'il avait, en tout cas c'était l'homme. C'était l'homme. Voilà, il se comportait comme un homme responsable, comme un chef de famille. Il rappelle sa grande fille qui arrive à la maison, il la questionne, sa grande fille qui se met à table et du coup une dispute éclate entre lui et son épouse. Donc de dispute en dispute, à un moment donné, au bout juste de quelques jours, la dame qui ne supporte plus ce qui s'est passé décide de prendre toutes ses affaires et de quitter Carlos, de partir je ne sais où. Voilà comment la dame quitte le domicile conjugal. Carlos récupère ses enfants. Il retrouve ses amis, retrouve tous ses esprits. On lui raconte tout ce qui s'est passé par la suite. Voilà comment Carlos met fin à sa relation, donc à son mariage. Et voilà comment ses amis ont sauvé la vie de Carlos, ont sauvé la vie de ses enfants. La moralité de cette histoire, c'est que dans la vie, il est bon, tant qu'on peut, d'avoir des amis et frères. Parce que c'est rare, mais ça existe.
Ici, c'était l'histoire de Carlos, mais qui a été tirée d'affaire par ses amis. Ses amis auraient pu le regarder. Comme on dit, ça aurait pu être une situation de non-assistance à personne en danger. Mais ils ont réalisé que leur ami n'était plus lui-même, que leur ami se comportait de façon déraisonnable, que leur ami n'était plus l'homme qu'ils avaient connu, que leur ami était en train de voir voler en éclats sa famille, était en train de mettre ses enfants à la rue. Ils ont pris leurs responsabilités. Je pense que c'est ça la vraie amitié. Auditeurs de DMG TV, c'était mon histoire. Likez, partagez, abonnez-vous. Partagez, abonnez-vous. Partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Toujours laissez un like, s'il vous plaît. Laissez un like. Bonsoir DMG, bonsoir la communauté DMG. Excusez-moi d'abord pour ma voix parce que je suis un peu grippée là et tout. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Bon, c'est ma deuxième histoire que je raconte. Mais la première, je l'ai toujours pas écoutée en DMG. Je suis fâchée là. Ok. Abonnez-vous, partagez, likez, etc. Bon, mon histoire, c'est celle de ma mère et on est en train de la vivre actuellement. En fait, ma mère, elle est en couple avec... Non, elle est fiancée avec un Camerounais. Ce qui fait que, c'est déjà mon papa et tout. Donc, elle est fiancée à mon papa qui est un papa camerounais. Et en allant faire les fiançailles au Cameroun, il faut savoir que moi, ma mère, elle a 3 enfants. C'est-à-dire moi qui suis la plus grande. Un de mes petits frères, il a 7 ans. Et un autre, mais il est encore bébé, il a 2 ans. Voilà. Et c'est pas notre père. Je sais pas trop si vous captez un peu le truc là. Voilà. Donc, pendant le séjour au Cameroun, puisqu'on est parti faire les fiançailles au Cameroun et tout, on a fait les fiançailles. Et il s'est avéré que mon beau-père, donc le fiancé à ma mère, il a un enfant aussi. Un enfant de 10 ans, dont je vais taire le nom. Voilà, il a un enfant de 10 ans. Donc, et lui, son enfant de 10 ans restait au village avec sa mère et tout. Donc, quand les fiançailles de ma mère sont terminées et tout, elle a dit à mon père que, emmenons l'enfant au Gabon avec nous parce que ça va faire bizarre, genre de laisser ton fils comme ça, c'est comme si tu l'abandonnais. Le petit était super excité et tout et tout. Moi, pas trop mon délire d'avoir genre des frères et tout. C'est pas que j'aime pas mes frères, vous voyez, mais c'est juste que trop de frères. J'aurais bien aimé avoir des soeurs. J'ai trop de frères. Voilà. Donc on est revenu, je vous ai parlé des détails, on est venu au Gabon et tout, et là, tout s'est passé bien. On est venu pendant... C'était les grandes vacances là, ouais. On est venu et tout. On est venu en novembre, oui, parce qu'il est à cause de l'école. Ah non, oui, novembre ou septembre, je sais plus trop. En octobre, voilà. On est revenu. On a emmené l'enfant avec nous, petit garçon de mon beau-père, c'est-à-dire. Du coup, moi je reste pas avec ma mère, je reste de mon côté paternel. Donc moi je suis revenue du côté paternel, eux ils sont restés de leur côté. Moi puisque je fais des études ici, je suis lycéenne. Ensuite là un jour je prends mon téléphone pour me connecter. Je reçois un message de ma mère. En mode je suis malade, je le palpe. Je sens que d'accord. Ça fait très... Je ne sais pas trop si vous avez déjà ressenti ça, mais ça fait tellement mal de se sentir impuissante, de sentir que tu peux pas aider, genre, la personne que t'aimes et tout, tu vois. Donc moi, tout ce que je trouve à lui dire, c'est bon, ça va aller, vu que je peux rien faire d'autre. Je lui dis que ça va aller, je vais prier pour elle et tout. Alors elle, là, c'est carré. Après, je crois 2 jours après, mon beau-père, il m'envoie un message sur le WhatsApp de ma mère en mode ta mère, elle est gravement malade depuis un moment et tout. Alors, je me suis dit que peut-être le palu qu'elle m'a dit qu'elle avait là, qui a sûrement empiré et tout. Maintenant, je vois l'audio pour lui dire que dans mon petit téléphone, je parle à maman. Il y a maman qui me fait l'audio. Elle me dit écoute, j'ai pas envie de... Je voulais même pas que tu saches. Quand j'écoute l'audio, quand elle dit d'abord ça, je tic.
en mode pourquoi il voulait pas que je sache et tout. Il me dit je voulais pas que tu saches, je sais pas pourquoi il t'a envoyé cet audio pour te dire de la situation dans laquelle je suis. Je m'envoie l'audio pour dire que bon, je comprends pas ce que tu dis, donc est-ce que tu peux un peu je sais pas développer, parce que là franchement je comprends pas. Elle me dit alors que il s'est avéré qu'elle dormait et dans le songe elle a vu 2 personnes. C'était des hommes, à ce qui paraîtrait que c'était des hommes. Elle a vu 2 gars. Ils sont rentrés dans la chambre là où elle dormait. Dans le songe, ils sont rentrés dans la chambre et vu que ma mère est dort avec mon petit frère, celui qui est bébé là, qui a 2 ans, elle dit qu'ils ont commencé à se disputer l'enfant, genre celui qui est bébé là. Elle a commencé à disputer l'enfant avec les hommes là. Et du coup, quand elle disputait l'enfant avec les hommes, un est passé par derrière et lui a tamé le bois au niveau de l'épaule. Voilà. Il a tamé le bois au niveau de l'épaule et tout. Donc du coup, c'est là ma mère s'est réveillée en criant et tout, en pleurant et tout. Bon, après, c'est qu'elle m'explique, voilà. Elle s'est réveillée en pleurant, en criant et tout. Et ma mère, il faut savoir que d'abord, elle est jumelle. Elle est jumelle, mais le jumeau est décédé pendant la grossesse. Elle suit aussi les jumeaux. Donc, c'est-à-dire que avant qu'elle ne naisse, ceux qui sont avant elle, ce sont d'abord aussi des jumeaux. Ce sont d'abord des jumeaux qui sont nés. Ensuite, elle est née, elle aussi née jumelle. Voilà. Donc, quand elle se réveille, et il paraîtrait que mon petit frère, il racontait souvent, il s'en voulait. Le fils à mon père, qui a 10 ans, qui racontait qu'il s'en voulait et tout. On avait d'abord même remarqué qu'on fait l'école à l'enfant et tout, l'enfant il rend. On fait l'école à l'enfant, il rend le tapin. On fait l'école, il rend. On trouvait ça un peu de bizarre, mais bof, on a banalisé quoi. Peut-être que il supporte pas la pression, je sais pas pourquoi. Et là, vu qu'il avait l'habitude de raconter les choses qu'il faisait et tout, ma maman, elle a directement su que c'était lui qui était venu. Bof, elle a présumé qu'il connaissait les gens qui étaient venus agresser ma mère la nuit. Vu que le matin, quand elle s'est réveillée, ils étaient déjà partis à l'école, c'est-à-dire mes 2 petits frères, celui qui a 7 ans et celui qui a 10 ans, ils étaient déjà à l'école. Donc quand il est revenu, ma mère a commencé à le menacer que ouais, elle va prendre, elle disait en langue bien sûr, enfant, que va prendre va trouver un remède, parce que les sorciers là, ils ont souvent les remèdes. Donc elle dit, va trouver un remède, tu vas me masser là où, vu que le matin, elle avait toujours mal là où on avait damé le bois en fait. Voilà. Donc elle a dit, ouais, va prendre va chercher les ingrédients, je sais pas trop quoi, et tu vas me masser, tout. Elle a commencé à lui mettre un coup de pression. Et là, il est parti derrière la maison, il a cueilli des feuilles, il a genre frotté ça dans ses mains pour avoir un peu de jus. Il a pris la frotté sur l'épaule de ma mère, il a massé. Mais le problème, c'est que ça n'allait pas toujours. Ça n'allait pas. Et pendant qu'il massait ma mère et qu'il parlait avec lui, comment tu peux faire une chose pareille et tout. L'enfant, il dit à ma mère que en fait, nous, on voulait pas te faire du mal, on voulait juste prendre l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez le truc là? Ma mère a été choquée. Ma mère, elle était choquée. En fait. Il dit bien ça, hein, que non, on voulait pas prendre d'enfant, on voulait juste, on voulait pas te, non, il dit à ma mère, on voulait pas te faire mal, on voulait juste prendre l'enfant. Ma mère, elle était choquée en mode quoi? Vous voulez prendre mon enfant pour faire quoi? Est-ce que c'est mon enfant en fait? C'est mon enfant, je sais pas pourquoi vous voulez prendre mon enfant à moi. Genre il est à moi, il n'est pas à vous en fait. Et là mon petit frère là, de 10 ans, il faisait que répéter, ben ouais, on voulait pas te faire mal, on voulait juste l'enfant et tout. Voilà, donc du coup c'était un peu ça mon histoire. Il faut savoir qu'on est toujours dans la même situation. Parce que c'est quelque chose qui s'est passé, je crois, la semaine passée. Je vous raconte ça, aujourd'hui nous sommes, je crois, mercredi. Et ce qui s'est passé, ça s'est passé jeudi. Voilà.
de la semaine passée. Voilà, c'était un peu ça mon histoire. Je voulais, comme morale, je voulais m'adresser à ceux qui sont, familles, plus les familles recomposées, vous voyez. Du genre, du style que non, chacun vit avec son enfant dans le couple et tout et tout. Moi, je veux pas dire aussi que c'est plus les enfants aussi qui sont comme ça et tout. Mais moi, de mon point de vue, je vous conseille franchement que quand vous prenez l'enfant de votre partenaire, c'est qui n'est pas vous, qui est l'enfant d'autrui, je sais pas, emmenez-le à l'église, faire des prières, je sais pas. Parce que tu ne sais pas avec quel esprit il quitte de chez lui pour venir chez vous. Vous savez pas ce qu'il a dans la tête, vous savez pas ce qu'il fait et tout. Donc, même l'histoire là, franchement, je sais pas. Faites vraiment très attention. Faites très attention quand vous prenez les enfants de votre conjoint. Prenez quand même la peine, je sais pas, de l'emmener à l'église, qu'on fasse des prières et tout et tout. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'espère que cette histoire va être lue en DMG. S'il te plaît. C'est un peu saoulant de raconter des histoires et ensuite tu les écoutes pas. C'est un peu... En fait, tu vois un peu quoi. En tout cas, merci, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, ça va. C'est ce que nous garde, on fait avec ce que la vie nous donne. Même si parfois il faut demander plus, mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. C'est encore comme ça la petite Gabonaise. Et là, je viens avec une histoire qui ne me concerne pas. L'histoire, ça remonte à des années, j'étais dans les 12-13 ans. En fait, c'est une dame qui, à cette époque-là, restait à Port-Gentil, mais qui était venue dans la province du Moyen-Okoué, à Lambaréné, et qui, se trouvant dans le bar de ma mère, était dans son coin, en fait, avec sa boisson. Elle était dans un coin, il y avait d'autres personnes aussi dans le bar, mais elle était dans son coin, un peu au début pensive. Et elle était en train de... Elle était un peu triste. À un moment, elle a commencé à parler seule. Puis, elle s'est mise à pleurer. Elle se lamentait. Vraiment, on sentait que ça n'allait pas. Puis à un moment, elle crie là-bas, non, c'est trop, j'en ai marre. Voilà, quand ma mère se rapproche, que madame, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Elle dit, non, ça ne va pas, j'en ai marre. J'en ai marre, je ne pensais pas qu'il pouvait nous faire ça. Ah, madame, comment ça, il pouvait vous faire ça? Vous, il qui? Ah, bon. Non, moi, je suis dépassée, elle pleurait. C'est là où d'autres aussi sont venus là, oh non, il faut vous calmer, la vie, c'est comme ça. Parce que nous, on pensait que c'était Goumen. Donc, c'était plus que pour mettre avec Asia. Voilà comment elle dit non. Je suis mariée, je vis à Port-Gentil. Et mon mari, au début, quand on s'est connus, c'était quelqu'un de modeste. Il n'était ni pauvre ni riche. On s'en sortait. Moi, j'étais dans mes bricoles. Lui, il travaillait aussi dans une société parce que là-bas, c'est... À Port-Gentil, il y a plus de sociétés de pétrole et tout le reste. Donc, lui, il faisait dans ça et il s'en sortait pas mal. Mais le jour au lendemain, voici comment le gars a commencé avec une voiture. Il a demandé ça vient d'où? Non, ça vient du service. Ok, d'accord, c'est bien, félicitations. Puis les jours qui ont suivi, oh non, je vais te faire une surprise encore. Allons, je vais t'emmener quelque part. Arrivé là-bas, c'est une villa dans une cité. Ah waouh, pour moi, ça aussi, c'est ce que le travail m'a offert. C'est bien, Dieu merci, félicitations. Qui dit belle voiture, villa, dit forcément vie posée, une vie de luxe. Donc les voyages ont commencé. Vraiment, la go était à l'aise. On sent que vraiment, en fait, elle sentait, elle respirait le bonheur.
Mais nous les femmes, parfois, quand tout ça là nous arrive, on ne cherche pas à savoir est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que... On ne voit que le côté où on est à l'aise. La plupart du temps, on ne cherche pas à savoir qui, comment, est-ce que... on est dedans, on va avec, juste à juste. On profite en fait du temps présent. Ça, c'est notre part. Donc, voici comment elle faisait des voyages et tout. Mais comme ils étaient dans une cité, il y a une voisine qui a dit: ah, papa chérie, c'est pas que je vais te faire le Congolais. Mais j'ai remarqué que quand tu te déplaces souvent, parce que comme elles étaient un peu amies, quand tu te déplaces souvent, il y a une voiture qui vient après te remplacer. Vu que vous êtes dans une barrière, vous avez une grande barrière, on ne voit pas en fait ce qui se passe à l'intérieur. Donc je ne peux pas te dire si c'est un homme ou une femme, mais à chaque fois quand tu te déplaces, il y a une voiture qui arrive chez toi pour te remplacer. Et c'est quelque temps avant ton retour que ça retourne, ça repart également. Donc essaie un peu de faire tes enquêtes, voir un peu de quoi il s'agit. Mais fais comme si je t'ai rien dit. Notre petit Congo sans peut faire: ok, merci beaucoup, je l'ai compris. Voici comment la go ne dit rien au gars. Elle commence à suspecter, elle commence à fouiller un peu à gauche et à droite le téléphone pour voir en fait si effectivement il s'agit d'une rivale. Elle ne trouve rien. Elle dit: bon, donc je vais faire comme si de rien n'était. Je vais faire semblant d'aller en voyage. Voici comment elle dit au gars que non, j'ai envie de me déplacer, de quitter le pays. Le gars, comme toujours, il dit: il n'y a pas de souci, tu vas aller où? Je vais à la telle endroit. Ok, d'accord, il donne tout ce qu'il faut. La go s'apprête. Elle prend son véhicule. Elle part. Quand elle part, elle était partie peut-être dans la journée, mais elle est restée dehors. Parce qu'elle a fait semblant d'aller même jusqu'à l'aéroport. L'aéroport, elle a fait semblant d'aller jusqu'au port pour prendre son bateau, aller à Libreville pour prendre également l'avion pour aller là où elle voulait partir. Donc, la go a fait semblant et tout. Les bateaux sont partis, le gars a dit très bien. Donc, en même temps, elle est partie. Voici comment la voiture arrive à la maison chez eux. Pendant ce temps, la go, elle est dans la ville, mais cachée. Il ne faut pas qu'on la voie, il faut qu'on ait l'impression que vraiment, elle n'est pas dans la ville. La nuit est tombée. Elle s'est dit: bon, à une certaine heure, c'est le moment d'aller à la maison. Parce que forcément, si mon chéri me trompe, en arrivant là-bas, je vais savoir. Elle sera forcément là. C'est quand seulement je me déplace que ce genre de choses arrivent. Donc forcément, en arrivant chez moi, je vais trouver. Elle réfléchit, elle dit: non, je laisse la voiture quelque part. Je laisse la voiture là où je l'ai garée. Je prends un taxi. Je dis: fais. Elle prend le taxi, elle va chez elle. Elle ouvre le portillon. Elle arrive. Elle voit effectivement une voiture garée. Elle dit: là, c'est fini. En tout cas, ou c'est elle ou c'est moi. Quelqu'un doit mourir. En montant, descend, un cadavre doit mourir. Elle rentre dans la maison en silence. Elle a ses clés. Elle arrive au couloir. Elle entend des gémissements. Mais des gémissements. La go commence, le cœur là-bas, ça se fracasse. Elle pleure là un peu en silence. Oh maman, comment tu peux me faire ça? Et tout, elle pleure. Elle prend son courage à deux mains. Elle se rapproche de la porte un peu. Les gémissements sont forts, vraiment. La personne qui gémissait là-bas, oui. Quand elle ouvre la porte, qu'est-ce qu'elle voit? Un homme en train de mougou son mari. La go perd d'abord connaissance. Excusez-moi, pardon. Quand j'y pense encore, c'est vrai que tu dois avoir mal. Normalement, on ne va avoir mal pour la femme, mais en écoutant seulement ça, c'est pas que tu vas trouver ton homme sur une femme, non. Tu trouves un homme sur ton homme. Attendez, vous-même d'abord, ça fait comment dans vos têtes? La go a perdu connaissance. Quand elle se réveille, le monsieur est toujours là, son mari est là.
Elle a voulu paniquer, elle a commencé à s'agiter. Donc, c'est ce que tu fais et tout. On m'avait déjà averti, mais je ne pensais pas que tu devais te trouver avec. Comment? Mais, c'est passé. Regardez, non, madame, calmez-vous. Sachez que tout ce que vous avez aujourd'hui là, les voyages et tout le reste, aujourd'hui, sachez-le, que grâce à ça, voici la source de vos revenus. Donc, autant vous calmer et gérer la chose. Mais bon, pour pouvoir taire votre bouche, on vous promet de vous donner chaque fin de mois un montant bien précis. En fait, un très bon montant pour vous calmer, pour vous apaiser le cœur. Et en fait, c'est même pas qu'on vous demande. C'est une obligation. On va vous donner chaque fin de mois une somme. Vous êtes obligé de fermer votre bouche parce que le jour où vous allez parler, c'est la mort. Et moi, maintenant que vous m'avez vu, sachez que en votre présence ou pas, je viendrai ici pour faire ça à votre mari. Donc, vous n'avez pas de choix que de me supporter. Elle a supporté ça 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois. Le 7e mois, la Guadeloupe, non, pardon. J'ai l'impression que mon cerveau débloque. Parce que même l'envie de regarder son homme et dire non, touche-moi, il n'y avait plus. Obligée de fuir. Elle a fait comme si elle allait en ville. Parce que comment le jour-là, à Port-Gentil, on prend les bateaux très tôt. Elle a pris son bateau avec un sac. En fait, comme si elle se baladait tout simplement. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle arriva dans Paris. Jusqu'à maintenant, comment elle nous a expliqué la chose. Bon. Ce que moi je peux vous dire là, c'est ce qu'on se dit toujours ici là. Maman, quand tu vois ce genre de choses, avant de plonger, prie. Moi-même qui suis en train de parler, c'est vrai que si ça m'arrive sur le champ, peut-être je ne vais pas avoir la sagesse. Mais me connaissant quand même, je suis trop curieuse. Je vais chercher à te connaître dans les détails. Tout ça, il faut prier. Parce qu'après là, quand tu te retrouves là dans ça là, tu pleures, c'est entre toi et ce que tu subis. Il faut gérer ça maintenant à votre part. Merci encore de m'avoir écouté. Merci encore pour tout ce que tu fais, DMG. Donc, c'était la petite gabonaise. Et je vous dis à plus tard encore. Bisous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu aimais la vidéo d'aujourd'hui, laisse un commentaire, commente, partage, invite plusieurs personnes à venir liker et à s'abonner. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. On se prend demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, portez-vous bien, surtout, priez avant de dormir.